Merci d'être avec nous, une belle rencontre et je suis très content d'accueillir Myriam Hoffman qui est installée sur ce canapé. Bonjour Myriam. Bonjour. Vous m'avez mis la pression. J'en suis sûre, on me dit toujours ça. C'est vrai? Oui. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que quand il s'agit de se mettre en valeur, de se connaître, de s'aimer évidemment, et on se pose toujours la question, et il y a une phrase qui revient régulièrement qui consiste à dire dans cette question, c'est est-ce que l'habit fait le moine? Hein, c'est ce qu'on pourrait. Est-ce qu'on peut résumer votre activité de cette manière-là? Oui, on pourrait résumer mon activité de cette manière-là. Et pour les détracteurs qui disent oui, mais les apparences sont trompeuses, etc., Ouais. moi je rajoute, néanmoins, l'habit permet de rentrer dans l'habit. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée derrière cela, avec plein d'autres thèmes qu'on va développer ensemble, je suis sûre. Exactement. Alors on va voir ça. Est-ce que l'habillement est une forme de communication? Voilà une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il est vrai que notre apparence est notre première carte de visite? Est-ce qu'on doit juger tout de suite parce que l'apparence est là, parce que la tenue vestimentaire, parce que le style? Et j'ai trouvé une phrase de Coco Chanel qui disait « La mode se démode, le style jamais ». Oui. C'est l'essence même de la mode, en fait, de se démoder, hein, surtout aujourd'hui, en plus, avec tous les problèmes de fast fashion qui existent, etc., et les multi-collections par an. Et en fait, le style, c'est quelque chose qui nous est propre, qui est quelque chose qui est d'intemporel à chaque personne, qui est unique. Et ce n'est pas parce que, évidemment, quelque chose est à la mode qu'on doit l'emprunter, loin de là. Donc, on voit que, bien sûr que quand on s'habille, on s'habille dans la mode, on se sert de la mode, mais en aucun cas, on doit en être esclave. Et Dieu sait si bon nombre de personnes aujourd'hui en sont esclaves. Exactement. De multiples façons. Alors, et justement, je vous poserai des questions tout à l'heure, notamment sur les a priori que l'on peut avoir lorsqu'on parle d'estime de soi, de coaching en image ou de choses comme ça. J'ai relevé certains points et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui, Myriam? Conseil en image d'excellence, c'est ça le titre générique? Oui, exactement. Alors pour moi, le conseil en image, c'est un conseil déjà, c'est-à-dire que c'est accompagner une personne à travers ses besoins, déjà aussi à travers qui elle est. Donc qui elle est, ça veut dire quoi? À travers son physique, sa taille, son poids, sa morphologie, ses proportions, ses volumes, etc., etc. À travers son environnement, ville, campagne, avocat, infirmière, etc. À travers son budget, à travers aussi tout ce qu'elle a intérieurement, qui pourrait être des peurs, des croyances, un vécu, etc. etc. Et c'est l'amener, si elle vient nous voir d'un point A, où elle en est aujourd'hui, et aux besoins, à l'envie, à la transformation qu'elle désire atteindre, en passant par tout un cheminement de service, de prise de conscience, de choses aussi bien de changements intérieurs que de changements extérieurs. Alors, est-ce que justement l'habillement, c'est une forme de communication? Oui. Pour moi, indéniablement. Ouais. Parce que, qu'on le veuille ou non, on choisit ce que l'on se met sur son dos à tout moment. Et même si on choisit de ne pas choisir, c'est quand même un choix. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas... ça fait partie intrinsèque de la personnalité. Ouais. Et puis, c'est notre première carte de visite. À partir du moment où on vous voit, en général, avant qu'on vous connaisse ou qu'on vous parle, la première impression, indéniablement, elle existe et aujourd'hui, c'est prouvé. On sait aussi que l'image de soi impacte l'autre, mais aussi nous impacte à nous-mêmes de multiples façons. Donc oui, l'image fait partie de la communication. On va voir votre histoire, on va voir votre parcours pendant cette émission et on va voir aussi que le modèle évidemment anglo-saxon est à la base de ce que vous êtes aujourd'hui. Oui. Et c'est très intéressant de se dire que j'ai presque l'impression qu'il y a un paradoxe entre ce que vous venez de dire et ce modèle anglo-saxon. On prend par exemple des gens, des personnalités comme Steve Jobs, le créateur d'Apple, qui était le type le plus minimaliste du monde, vestimentairement, je ne sais pas si ça se dit, enfin, sur le plan de l'habillement, le type était toujours avec son jean et son pauvre t-shirt. Ouais. Ça ne reflétait pas pour autant la personnalité et le génie de Steve Jobs. Alors, bon, il faut dire aussi que des Steve Jobs, il n'y en a pas des milliards sur la planète. Tous les Maintenant, il faut aussi quand même néanmoins savoir que Steve Jobs, il a fait un choix par rapport à qui il était. C'est-à-dire qu'on sait que, je vous l'ai dit tout à l'heure,
lorsqu'on s'habille, on fait des choix. Mm. D'accord? Même si ce n'est pas des choix qui vont transcender notre vie, néanmoins, c'est un choix à faire. Et lui, il a pris le parti, et ce n'est pas le seul, et il y a d'ailleurs aussi Zuckerberg qui fait ça aussi. Oui, il y en a plein qui font ça. Et c'est presque devenu, pardon, une sorte de mode. Exactement, Ouais. c'est devenu une autre mode. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas envie de prendre de décision le matin, donc j'ai un seul pull, un seul jean, une seule paire de baskets. Alors bon, il en a plusieurs, mais Oui. je veux dire, voilà. Le même style. Mais au moins, il a sa signature, il a sa griffe quelque part, et il ne dépense pas de l'énergie pour faire des choix vestimentairement parlant, comme vous disiez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça dénote une personnalité? Et du coup... Oui, pourquoi pas. Oui. Pour moi, tout est OK. En fait, je n'ai pas d'a priori, et pour moi, je peux comprendre. Après, ce que j'aurais envie de dire dans ce cas-là, si une personne a envie de faire ça, et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ça, parce qu'il y avait une femme américaine qui a fait le même test, qui a demandé, mais est-ce qu'il faut s'habiller tous les jours pareil au travail? Et donc, elle s'était choisie une tenue, et ça avait fait, je veux dire, c'était passé sur le New York Times et ainsi de suite, et elle portait cette tenue tous les jours. Mais à ce moment-là, je dis, si on n'a qu'une tenue, il faut qu'elle soit waouh. C'est sûr. Donc là, si on en ressent le besoin de faire un conseil en image, c'est super utile, quoi, parce que vous choisissez the tenue du mieux possible. Mais quoi. en imaginant, alors évidemment, vous l'avez dit, on n'est pas tous des Steve Jobs, mais si demain, on avait, si vous avez en face de vous une personne qui a le même jean, le même t-shirt et la même façon de s'habiller de Steve Jobs, on va tout de suite, parce qu'on ne le connaît pas et on ne connaît pas sa notoriété ni le métier dans lequel il exerce, mais on va tout de suite avoir un a priori. C'est possible. On va se dire, ouais, bon, lui, il a un t-shirt, alors que ce type Oui. est brillant. Tout à fait, tout à fait. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut aussi, je pense que tout le monde ne ferait pas ça, parce que c'est quand même aussi une stratégie. Et je pense aussi que, vous voyez, c'est ça qui est intéressant en termes de look, c'est qu'il ne faut pas hésiter à parler de son image. Vous voyez, on a l'impression que c'est un peu tabou. Vous savez, quand il y a par exemple des problèmes dans des entreprises, vous savez, nous, on a un collaborateur, il ne sait pas s'habiller, il n'est pas super pro. Comment je fais? C'est un problème. C'est vrai. Et on ne sait pas parce qu'on se dit, oui, mais quand même, je ne peux pas lui dire de front, c'est désobligeant. Voilà, etc. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il faut poser un cadre si c'est une entreprise, mais aussi pourquoi me dire, mais est-ce que c'est ta politique, est-ce que c'est délibéré que... Et ça peut être intéressant, donc il faut, je pense qu'il faut ouvrir le dialogue à tout niveau. On va voir votre parcours. De quelle manière, effectivement, vous en êtes arrivé à cette expertise. Vous avez créé une méthode qui s'appelle la première impression. Alors, ça porte bien son nom. Hein. N'est-ce La pas? première impression, voilà. Quelle a été votre première impression en arrivant dans le studio? En fait, je n'ai pas une première impression puisque je regardais pas mal de vos émissions et que je connaissais le cadre. Donc, ça m'a plutôt confortée dans ma première impression que c'est justement extrêmement coloré et du coup, ça me plaît beaucoup. Bon, ça vous va? Voilà, bon, tout à ça fait. c'est important. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit j'ai un peu la pression parce que je me dis, aïe, elle va dire non, tu peux pas mettre une veste grise comme ça, c'est pas possible. Si, bon, ça va très bien. Bon, très bien. Je ne me permettrai pas. Si, mais vous pouvez parce que c'est toujours intéressant d'avoir un œil expert comme cela. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'expertise que vous avez aujourd'hui? En fait, c'était le hasard. Le destin, je dirais, et je remercie le destin parce que sinon je ne sais pas ce que je serais devenue, dans le sens où, donc je suis originaire de Toulouse, j'ai fait des études de langues étrangères appliquées et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Qu'est-ce que vous vouliez ne pas faire? Je ne voulais pas faire de la vente, alors que j'en fais. Bah oui. C'est incroyable ça. Donc moi on me disait, ah non, vendeuse, non. Je savais que je ne voulais pas être dans tout ce qui était industriel, vous voyez, des choses comme ça. Okay. Puis c'est tout. Mais vraiment, j'étais perdue, entre guillemets. Donc je me suis dit, bon, j'aime les langues. J'adorais l'anglais par contre, mais je ne voulais pas en faire un métier non plus. Donc je me suis dit, je pars en Angleterre, et donc j'ai commencé à travailler là-bas, mais j'ai erré comme une âme en peine, j'ai été assistante de direction, j'ai travaillé dans des 5 étoiles et tout ça. C'était le spleen, quoi, vous voyez. Je me disais, mais ma vie n'a pas de sens, qu'est-ce que je vais faire pendant 40 ans? Et puis un jour, j'étais assistante de direction. J'ai été invitée à participer à une conférence par une consultante en images, c'était en 1991, et ça commençait à se développer en Angleterre, mais c'était les débuts aussi, et moi j'en avais pas du tout entendu parler, je me suis dit c'est quoi ce truc? En quoi ça consiste, etc. Donc je suis allée voir.
Et j'ai assisté à cette conférence, j'ai assisté à une démonstration d'analyse de couleurs. Et là, Révélation. j'ai dit, mais c'est génial ce truc. J'ai dit, mais ça existe. Donc, parce qu'il faut savoir que j'étais très coquette. Je me posais toujours, depuis toute petite, je me posais des questions sur l'habillement, j'observais les gens, je voulais que tout soit impeccable. Voilà, j'étais vraiment très... Je voulais pas... mes parents m'auraient dit, tu veux faire des études dans la mode? J'aurais dit non, 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 non. Mais par rapport à la façon dont les gens s'habillaient, pour moi, c'était quelque chose d'important, de spécial en tout cas. Et du coup, quand j'ai vu ce métier, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon ex-mari, écoute, si tu veux me faire un cadeau, offre-moi ça. Je serai la femme la plus heureuse du monde. Donc j'ai eu ça. J'ai eu mes réponses à toutes les questions que je me posais. Wow. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux faire ce métier. Et sans équivalence en France? Non, puisque non, ça n'existait pas. Ouais. Donc, j'ai pris le téléphone. J'ai cherché où cette personne s'était formée. J'ai dit, c'est quand votre prochaine session? Je m'inscris. Je n'ai pas réfléchi à quoi que ce soit. Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche que c'était là que je devais aller. Quelle était la thématique de cette formation à la base? C'était pour devenir quoi? Consultante en image, oui. Consultante en image. Alors, vous savez, Marc, coach en image, consultante en image, conseillère en image, styliste personnel, personal shopper. Vous voyez, c'est comme docteur, médecin, c'est pareil. C'est des dénominations identiques. Quoi. En tout cas, vous avez préféré… consultante en image. Consultante en image. Oui. La première des réactions qu'on a, c'est de se dire, alors ça fait partie des idées reçues sur le coaching en image. Je suis habituée. J'en ai quelques-unes, alors je vous les donne comme ça. Superficialité, réservé à une élite, luxe inabordable, manipulation de l'identité. Oui. Alors, allons-y. Superficialité, réservé à une élite. Alors, superficialité, c'est ceux qui pensent justement que l'habit ne fait pas le moine et que ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'ils considèrent le vêtement comme purement utilitaire et oui, dans une certaine mesure, on peut vivre, mais je veux dire, quand on a envie de s'accomplir, quand on a envie de se plaire, quand on a envie d'avoir une belle estime de soi, vous voyez, c'est un peu la pyramide de Maslow quelque part. C'est sûr. Bien sûr que demain, s'il y a une bombe atomique, on ne va pas s'intéresser forcément à ce qu'on a dans la garde-robe. C'est sûr. On est d'accord. Et donc, et luxe, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, c'était réservé à une élite. Oui, alors ça c'est marrant parce que lorsque j'ai démarré et que j'expliquais ce que je faisais et que les gens ne comprenaient rien parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, et quand j'arrivais à leur faire comprendre ce que c'était, ils pensaient que c'était réservé à une élite. C'est-à-dire qu'ils disaient c'est pour les gens de la télévision, c'est pour les sportifs, voilà. C'est un peu people. Exactement. Ouais. Et ce n'est que grâce justement à la démocratisation par l'intermédiaire des émissions de télévision que les gens se sont rendus compte que, et ça a duré 10 ans, facile, que c'est descendu dans la rue et ils se sont dit, en fait, et c'est devenu de quelque chose parce que moi, mes premiers clients, alors pas en Suisse parce que la mentalité est différente d'en France, mais c'était, ne dites pas que je suis venue vous voir. Parce que presque un sentiment de honte. Implication, je ne sais pas m'habiller. Ah oui, je ne sais pas faire. C'est ça. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, waouh, toute la moitié des femmes rêvent de se faire relooker et d'avoir une journée de princesse. Vous voyez, donc les mentalités changent. D'ailleurs, entre parenthèses, ouvrons cette parenthèse, homme-femme, vous parlez effectivement, quand on va sur votre site, etc., vous parlez des femmes. Il y a aucun homme ne prend conscience de ça? Ah si. Si, quand même. Oui, c'est-à-dire que moi, sur les réseaux sociaux, je m'adresse plus aux femmes, mais dans la vraie vie, je m'occupe autant des hommes que des femmes. Et vous avez des hommes d'âge très différents, aussi bien des jeunes qui ont tout à fait conscience de ça, qui ont envie de passer à l'action. Alors, autre idée reçue sur le conseil en image, on a parlé du côté luxe inabordable, effectivement. Alors ça, le luxe inabordable, réservé à une élite, on l'a dit, mais le luxe inabordable, on a bien vu dans les émissions de télé qui sont faites en France sur les histoires de relooking, on peut, avec un petit détail, faire la différence. Et puis, vous savez, le conseil en image n'impose pas un budget. Tout à l'heure, je vous ai dit, on prend en compte le budget de la personne. En fait, bien habillé n'est pas corrélé à une question d'argent. Ni de marque. Ni de marque. On peut être bien habillé en s'habillant. Alors, c'est peut-être pas l'idéal en termes de durée dans le temps, ni quoi que ce soit. De qualité de tissu, voilà, des choses comme ça. Exactement. Et de même qu'on peut, excusez-moi, être habillé comme un sac en s'habillant dans les plus grandes marques. C'est vrai.
Donc ça, c'est... Voilà. Et en plus, si vous voulez, quand on fait une démarche de conseil en image, si on doit changer de garde-robe, eh bien, c'est le professionnel, c'est le consultant en image qui s'adapte au client. Et pas le contraire. Parce que souvent, on me dit, mais combien il faut pour changer de garde-robe? Et je dis, mais je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire. Combien vous avez? Et on va s'adapter à votre budget, à vous. C'est du sur-mesure. Complètement. Ouais. Ben oui. Bien sûr. Vous ne pouvez pas arriver avec un canevas type en disant ça va vous coûter tant et c'est comme ça. Mais non, c'est bien sûr que non. C'est ça. Surtout si après on veut que ce soit durable dans le temps. Conformité aux normes de la beauté. Ah, alors ça... Ben non, puisque en fait, au contraire, si vous voulez, on vit dans une société où l'image imposée par les réseaux sociaux, Photoshop, enfin, bon bref, on connaît tous, elle influe justement sur la confiance en soi des gens, et notamment des femmes. Donc, les femmes culpabilisent, se disent « je ne suis pas assez ceci, j'ai trop de ça, Donc, en fait, elles s'autodéprécient à cause de cette pression. Et du coup, elles se trouvent nulles, elles se trouvent moches, elles se trouvent trop vieilles, trop machin, trop ceci, trop cela. Et le conseil en image, ce n'est pas pour les faire rentrer dans un modèle, c'est pour au contraire partir de ce qu'elles sont, leur montrer que si elles ne se trouvent pas assez belles, c'est peut-être qu'elles n'ont pas fait les bons choix et qu'en réalité, tout le monde est beau, il suffit de trouver les bonnes pièces, la bonne façon de s'apprêter par rapport à qui on est, quel que soit le budget, l'âge, etc. Donc, au contraire, c'est ne pas vouloir transformer la personne. On part de ce qu'elle est et on va, par rapport à son objectif, parce que tous les objectifs peuvent être différents, eh bien, on va l'amener vers là en ayant un look plus pimpant, plus soigné, plus peaufiné, quoi. Mais tout en respectant son style. On peut être très naturel et être waouh. Oui, c'est ça. L'effet waouh, il n'est pas... C'est pas un effet superficiel avec 50 gadgets. Oui, et c'est pas, je vais sur le tapis rouge à Cannes. Là, c'est sûr que c'est waouh. Mais c'est pas la réalité. Non. C'est pas ça la vraie vie. Non. C'est pas ça la vraie vie. C'est pas ce que veulent les clients. Parfois, et on le sait tous, on sait qu'une tenue vestimentaire, qu'un style, qu'un look, la problématique est plus profonde que ça. Souvent. Ça n'est pas qu'une question de vêtements. Souvent. C'est psychologiquement une manière aussi de se protéger, une manière de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc votre accompagnement va jusque-là? Oui, parce que, alors moi je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy ni quoi que ce soit, mais disons que mon expérience de toutes sortes de cas, de figures de clients me montre que en fait les souffrances que l'on peut avoir par rapport à son look, et on ne se rend pas compte comme ça, mais elles sont très diverses, quasi tout le temps elles sont liées dans l'enfance, ou dans un partenaire. Vous voyez, malveillant ou des choses comme ça, et qui fait que ça démolit la base, l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi ce que ça fait, ça déforme notre vision de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne se voit plus de façon objective, on se voit au travers du regard de l'autre. Ouais, du regard de l'autre, quel qu'il soit. Quoi. Je rappelle que vous avez écrit ce livre, Avoir enfin confiance en soi. C'est sans doute ça la base de votre métier. Redonner confiance au-delà du miroir que l'on projette. C'est ça. En fait, le vêtement, c'est un outil. Oui, c'est ça. C'est un canal. Et à côté de la confiance en soi, pour moi, c'est aussi s'accepter et s'aimer. Vous voyez, voilà. Mais les souffrances, on entend, et d'ailleurs quand on voit les émissions de télévision, on sent la souffrance des gens qui participent à ces émissions. Oui. Et le avant-après, il est extraordinaire, il est libérateur. Oui, il y a... Voilà, j'ai plein de clients en tête qui... c'est plus souvent quand même des femmes, mais il m'est aussi arrivé d'avoir des jeunes hommes qui avaient quand même un sacré travail au-delà de mon niveau à moi à faire. Quoi. Alors, on parle souvent du diktat de la mode, du diktat des médias, des réseaux sociaux, etc. Et en plus, maintenant, avec toutes les applications qui permettent de se relooker et de se donner bonne mine en 2 secondes et demie. J'imagine qu'avec les 30 années d'expérience que vous avez dû voir cette évolution, pas dans le bon sens. Tout à fait. Disons que, si vous voulez, le problème de l'éducation, ça, il a toujours existé. Parce que, je veux dire, et c'est surtout la mère, en réalité, qui projette sur la fille, puisque, les hommes, vous voyez, les hommes, ils sont plus simples. Très honnêtement,
En termes de look, je ne dis pas dans d'autres domaines de vie, mais en termes de look, ils ont eu moins de pression, ils se posent moins de questions, ils ont moins de choix. Voyez, donc tout ça fait que c'est plus simple, même si ça ne l'est pas toujours, mais c'est plus simple globalement. Et chez les femmes, donc, avant, il n'y avait pas le problème de, comment dirais-je, de l'image sociale qui posait ce problème-là. Mais aujourd'hui, voilà, c'est décuplé par la publicité, la télévision, la pipolisation, les réseaux sociaux, Instagram, les filtres, tout ça, quoi. Et puis, il faut quand même aussi le dire aussi, cette problématique de fast fashion qui fait que je veux dire, l'accessibilité du vêtement à 5, 10, 3 euros qui n'existait pas avant, fait qu'on se perd dans... C'est ça le fast fashion, hein, c'est le fait de pouvoir acheter à tout petit prix et en grande quantité. Exactement, c'est-à-dire que c'est de l'industrie qui s'est développée à partir, ça a été démarré par Zara au départ, qui a commencé, si vous voulez, à copier à la limite de la légalité, si vous voulez, les grandes marques et à les produire dans des pays à bas coût. Et ce qui démultiplie, si vous voulez, l'effet de fast fashion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle d'ultra fast fashion, c'est que, étant donné qu'ils ils arrivent à faire produire très rapidement, au lieu qu'avant il y ait, dans la mode il y avait 2 collections, quoi, printemps-été, automne-hiver, puis après il y en a eu 4, puis après il y en a eu 8, mais avec eux ça change tous les mois, tous les 15 jours. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec Shine, le fabricant la nouvelle application chinoise, voilà, c'est terrible ça. Grâce à l'intelligence artificielle, ils produisent 6000 vêtements par jour. Et en fait, c'est pour ça que le gouvernement vient de prendre des directives pour les pénaliser, etc., etc. Et en fait, si vous voulez, le fait que le vêtement soit pas cher, on se dit, oui, mais de toute façon, c'est pas cher. Mais en fait, ça entretient le côté néfaste, quoi. Dans votre accompagnement, et on va revenir sur les idées reçues après, mais dans votre accompagnement, on parlait effectivement de ce fast fashion. Il y a aussi peut-être la dimension de toutes ces applications et nouveaux sites qui permettent d'acheter des vêtements qu'on a recyclés, des vêtements également qu'on s'échange. Oui. Il y a beaucoup de sites comme ça. On peut faire un relooking avec des vêtements comme ça. Ah, mais totalement. Alors, je veux dire, on peut. C'est pour ça que dire que c'est réservé à une élite, que c'est du luxe, c'est une excuse. Oui, c'est ça. Vous voyez. Et le souci, alors oui, je suis entièrement d'accord, mais le souci, c'est que, en fait, tant qu'on ne coupe pas les vannes de la production de vêtements, en fait, cette industrie d'échange, elle sert à rien. Vous voyez. Et en fait, il faudrait couper les vannes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, en fait, avec tous les vêtements qu'il y a à l'instant T sur la planète, pendant 2 ans, on pourrait habiller la population entière. Vous imaginez? Tout ce qui est détruit, tout ce qui est... C'est fou que vous teniez ce discours, parce que c'est presque antinomique avec votre métier, quelque part. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens s'habillent bien et en conscience. Parce que quand on s'habille comme ça, on s'habille tout sauf en conscience. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on dégaine la carte de crédit à tout va, parce que c'est pas cher, justement. Et donc, il n'y a pas de conscience. En fait, par exemple, quand on est entrepreneur, on a une stratégie, on a une vision. Mais les gens, pour moi, mon travail, c'est de leur apprendre d'avoir une vision d'eux-mêmes, d'avoir où est-ce que je veux aller. Et à partir de là, de définir une stratégie, d'arrêter de remplir ces garde-robes de choses qu'on ne met pas pour acheter moins. Il y en a. Mais mieux, il vaut mieux s'acheter un pantalon à 200 € que 10 à 20 €. Je veux dire, en termes économiques, écologiques. Voyez, oui, la seule chose que j'entends comme réponse, c'est de dire oui, mais alors si j'en achète 10 à 20 €, ça me permet de changer régulièrement avec différentes couleurs et vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà. Mais en réalité, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir un pantalon. On peut en avoir 3 au lieu de 30. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, dans les autres idées reçues, Myriam, la manipulation de l'identité, c'est-à-dire que certains disent que c'est de la dépendance à l'apparence physique, c'est-à-dire que tout est lié à l'apparence physique. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon souhait, c'est d'avoir un rapport sain à son image. Ce n'est pas de la surinvestir. Et là, il n'y a pas besoin de faire du conseil en image pour voir qu'il y en a
qu'il y a des personnes qui sont complètement obnubilées par leur corps, chirurgie esthétique, qui ont des garde-robes où elles se changent tous les jours, etc. Vous voyez, elles n'ont pas fait de conseil à l'image du tout. Vous voyez, donc c'est aussi pour sortir les personnes de ça. Donc l'idée, c'est pas de penser qu'à ça, pas du tout. C'est juste de dire, le vêtement, il fait partie de ma vie. On s'habille tous les jours. Ça représente un budget, ça représente du temps, ça représente de l'argent, ça représente de l'espace. Donc pourquoi je ne m'en occuperai pas comme je m'occupe de la déco chez moi, ou de mes vacances, ou de mon développement personnel, ou, vous voyez, en fait, c'est un pan de notre vie. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement? Ah ben, moi, je les laisse tranquilles, hein, s'ils sont heureux comme ça. Il y a des gens qui vous disent, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas chercher à les convaincre. Hein. Je veux dire, et pourtant, vous dites qu'effectivement, l'apparence est quand même. Mais oui, mais je ne vais importante. pas perdre mon temps sur des gens qui... Bien sûr, on ne va pas chercher à convaincre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont des a priori, peut-être des peurs, des croyances, qu'ils veuillent l'admettre ou non, et que s'ils ont envie de rester comme ça, c'est bien pour eux. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que s'ils faisaient un travail sur leur image, ils se sentiraient encore mieux. Est-ce que le travail, là, on a fait un focus sur les vêtements. Votre accompagnement, votre conseil en image, va plus loin que le simple fait de porter des vêtements? Alors, ça va plus loin dans le sens de l'apparence, puisque ça inclut le maquillage, l'accessoirisation, la coiffure, etc. Mais aussi, au-delà, la confiance en soi, et puis le savoir-vivre, le charisme et le pouvoir de séduction, l'image dans l'entreprise, même si ça fait partie de l'image aussi. Après, je ne vais pas dans la communication à proprement parler, je ne vais pas dans la voix, etc. Là, je préfère m'entourer, je dis chacun son métier, je préfère m'entourer d'experts dans ce domaine-là, et comme ça, on se complète fort bien, mais ça va au-delà du vêtement. Au-delà du vêtement, Et ça va aussi, justement, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est l'apparence, mais c'est aussi, comment dirais-je, la façon d'acheter. Vous voyez, c'est... parce que moi, je dis toujours, ce que vous portez aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans votre garde-robe et c'est ce que vous avez acheté. Vous voyez, donc, je veux dire, la source du problème, elle est dans l'achat. Pourquoi vous parlez de problème en parlant de... Non. Quand je dis vous, c'est générique. Ça va. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je me suis posé la question et je suis sûr qu'il y a des gens qui se demandent aussi ça. C'est-à-dire que vous allez chez les gens, vous rentrez dans leur garde-robe? S'ils m'y invitent, oui. Il y a un process, il y a une formule, un service pour ça. Hein. Oui, tout à fait. Oui, parce que... Et vous faites le ménage dans la garde-robe. Bon, alors ça non. Oui, mais c'est avec eux. Vous voyez, c'est pas sûr, péremptoire, mais oui, parce que de toute façon, s'ils me font venir pour faire un tri de garde-robe, c'est qu'ils sont consentants. Mais je veux dire, ils sont là pour avoir mon avis. Mais en même temps, soit ils me donnent le feu vert et c'est tout de go, soit on le fait ensemble en se disant ok, ça, moi j'éliminerai, vous êtes d'accord, oui, non. Parce que vous voyez, il y a aussi des vêtements dont on ne veut pas se débarrasser, du style ah oui, mais ça, c'est la robe que j'ai portée au mariage de ma fille ou quoi que ce soit. Donc là, je leur dis écoutez, ce n'est pas un vêtement utilitaire, c'est un vêtement souvenir. Donc, vous le mettez, vous le pliez, vous le nettoyez, vous faites un joli nœud, vous le mettez dans une jolie boîte, vous le rangez, mais ce n'est pas un vêtement d'une garde-robe utilitaire. Donc, vous voyez, il y a aussi des vêtements, on va dire, affectifs, mais si on ne les porte pas, ça ne sert à rien qu'ils s'accumulent dans une Comment vous expliquez ces gens dont je fais partie qui ont beaucoup de mal à se débarrasser des choses, qui stockent? Parce que ça, dans les garde-robes, vous devez avoir ce cas-là. Oui, oui, absolument. Alors, vous regardez toujours, je suis sûr que ça vous parle, j'en suis sûr. Vous regardez votre garde-robe, vous dites ça. Vous savez quoi, je vais prendre une bonne résolution aujourd'hui. Je vais appeler Myriam, je vais lui dire, allez, on y va, vous allez me faire un accompagnement, on arrive dans la garde-robe, on ouvre le truc. Ah non, ça, c'est pas possible, je garde. Ça, c'est trop important. Ça, je peux pas. Je vais perdre un petit peu de poids, je le remettrai. Vous voyez ? Alors, disons qu'il y a plusieurs façons de faire, mais oui, il y en a effectivement. Alors, je vais vous expliquer un petit peu divers aspects de la chose. Le souci, c'est que vous risquez de vous retrouver avec une garde-robe qui est pleine, d'accord ? Mais en fait, je suis sûre, Marc, que même si vous avez cette attitude, en réalité, vous portez toujours les mêmes choses. Complètement. Voilà. Donc, et des trucs que je n'ai pas mis depuis 10 ans. Voilà. Mais je les ai encore. Bon, donc voilà, je vais vous donner un exercice à faire. Vous allez voir, je serai contente et vous serez contente. Vous serez content. Donc en fait, ce que vous faites, vous prenez
un bon moment. Hein. Vous faites pas ça entre la poire et le fromage. Vous faites une bonne tasse de thé, de café, ce que vous voulez, une bonne musique douce. Et vous attaquez donc le tri de votre garde-robe. Vous commencez par les plus grosses pièces et vous terminez par les plus petites. Okay. Et là, vous allez faire 3 tas au fur et à mesure où vous videz. Donc, il va y avoir les vêtements que vous gardez d'office. Mais pourquoi vous les gardez? Parce que vous les mettez. Okay. C'est-à-dire la couleur, la forme, le style, je les mets, voilà, ils sont dans ma vie du moment. Pas des vêtements de cœur qui ont une, voilà, une histoire. Hein. Exactement. Donc, cela, c'est vraiment votre garde-robe active, on va dire. D'accord? Deuxième pile, vous arrivez quand même à déterminer les vêtements où là, c'est définitivement out. Vieux, démodé, déchiré, ni la couleur, ni la forme, ni le style. Voilà. Okay. Donc, ceux-là, ils sortent, vous les donnez, vous les vendez, vous faites ce que vous voulez avec. Et dans la troisième pile, vous mettez ce qui vous pose problème. C'est-à-dire les... Ouais, mais je l'ai payé cher, nanana, mais ça, je vais trouver une façon de le remettre. Enfin, voilà, tous les faux arguments qu'on a, d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Donc, ceux-là, vous les gardez, mais vous ne les remettez pas dans votre garde-robe. Okay. C'est-à-dire que vous allez prendre des cartons, des valises, des sacs exprès et vous les pliez soigneusement, proprement, dans vos espaces de rangement. Vous mettez ça à la cave, au grenier, où vous voulez. Et puis, comme ça, vous voyez, ils ne sont pas jetés. Ils ne sont pas jetés. Mais au moins, vous avez une garde-robe logique, structurée, efficace, où tout ce qu'il y a dedans, vous ouvrez, et ben, vous pouvez le mettre à l'instant T. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer avec les vêtements que vous aurez mis de côté. On les oublie. 6 mois, 1 an, s'il ne se passe rien, au bout d'1 an, vous vous en débarrassez. Par contre, si un jour vous dites « Ah, mais attends, mais ça, je pourrais le mettre avec ça », vous allez chercher la pièce et vous la réinjectez dans votre garde-robe. Donc ça désencombre la garde-robe. Voilà, parce que la garde-robe idéale, c'est quoi? C'est une garde-robe où déjà, vous l'ouvrez, elle vous met en joie. Vous êtes content. Ah ouais, génial, j'ai des super fringues, j'ai plein de choix, mais juste ce qu'il faut. Et tout ce qu'il y a dans votre garde-robe, vous le mettez, effectivement. Ce n'est pas des trucs que vous dites « Ah non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui ». Vous le mettez et vous le mettez avec plaisir parce que vous savez que ça vous va. C'est ça la garde-robe idéale. C'est pas avoir, je dois avoir un trench, je dois avoir un manteau. Non, chacun est différent, chacun a un budget différent, chacun a un job différent. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit exercice vous aidera à vous déculpabiliser de faire un Merci, merci infiniment Myriam pour ce petit test. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont essayer de le faire, Et si vraiment vous avez besoin du soutien de Myriam, on vous mettra autour de la vidéo l'ensemble des liens pour que vous rentriez en contact avec ses équipes. Alors, autre point aussi dans les idées reçues, il y a celui-ci qui dit « Attention, danger » quand on fait ce genre d'accompagnement, de relooking, c'est le changement radical de notre personnalité. Est-ce que le fait de changer son apparence, sa garde-robe et autres, peut changer des choses psychologiquement chez nous? Alors, je trouve que c'est un peu fort, dans le sens où d'abord, on ne veut pas changer votre personnalité, vous l'avez. Et l'idée, c'est pas de vous faire changer de personnalité. Dans le meilleur des cas, c'est de vous plaire, de vous aimer et d'augmenter votre confiance en vous. Après, ce qui peut en découler, ça ressort pas de moi, je dirais. Mais pour moi, au contraire, c'est d'accueillir la personne dans tout ce qu'elle a d'unique, de contraintes, d'histoire, etc. De l'amener où elle a envie d'aller dans le meilleur des mondes. Et puis c'est tout, mais je veux dire, à part d'avoir une personne plus sûre d'elle, plus épanouie, plus joyeuse, plus confiante, je veux dire, c'est la même personne, mais juste plus épanouie, quoi. Ça me fait penser à un ami qui s'appelle Laurent Marchand, que j'embrasse au passage, qui est tout le temps en noir. Des pieds à la tête, Laurent est en noir en permanence. Et je lui ai posé la question. Je lui dis, mais pour quelqu'un qui est dans le développement de l'être, développement de la spiritualité, etc., le fait d'être tout le temps en noir, les pieds à la tête, tous tes accessoires sont en noir, la moto, la voiture, tout est noir, tout est noir. Et il me dit, mais si tu savais à quel point je me sens bien, parce que je n'ai pas à me poser la question le matin de savoir qu'est-ce que je vais mettre. Il rejoint un peu la démarche qu'on disait tout à l'heure, tout à fait. Après, s'il est bien comme ça, il ne faut pas chercher à le changer, je veux dire. Mais il faut quand même savoir que le noir, c'est pour quelqu'un qui justement est dans le développement personnel, c'est pas une couleur qui vous met en joie, quoi. C'est une couleur, elle baisse l'énergie. Mais il est heureux comme ça. Je veux dire, s'il est bien comme ça, il faut le laisser comme ça. Donc c'est pour ça que dans votre accompagnement, vous n'allez pas jusqu'à
inciter les gens à avoir cette transformation parce que vous considérez que le noir n'est pas nécessairement une couleur très moi, je rayonnante. ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire que je ne me permettrai jamais de donner un conseil qui n'est pas sollicité. Mais ce que je veux dire, c'est que dans votre accompagnement, là encore, il doit y avoir une phase avant de rentrer dans la garde-robe. Il y a une phase de discussion, une phase et puis même d'approche, d'analyse. D'analyse, parce que, par exemple, on parlait des couleurs. On va d'abord définir. Donc, si par exemple Laurent disait un jour, ouh là là, ce noir tout d'un coup, ça m'oppresse, ça me, avant d'aller vers du gris, du bleu, du vert ou du jaune, on va faire une analyse de couleur qui va lui donner une direction de couleur. Donc moi, je ne travaille pas avec la méthode des saisons que vous connaissez peut-être et que tout le monde utilise. On va lui donner une direction de couleur et après, peut-être que là, il y a encore une dimension de branding, de tout ça. Peut-être que s'il a, en tant que personnage public, un logo, un branding, etc., dans sa palette de couleurs, parce que quand on se fait analyser les couleurs, en réalité, il y a toutes les couleurs dedans, du bleu, du vert, du jaune, du violet, etc. Eh bien, on va peut-être aller choisir la teinte qui l'inspire le plus, qui est le plus en adéquation avec son branding. Et là, il pourra basculer progressivement de son noir. Et ça, c'est pareil pour tout, pour la morphologie, pour le style et tout. J'ai une citation que j'aime beaucoup qui dit « La confiance en soi, c'est le meilleur vêtement ». Oui, oui. C'est une jolie phrase. Oui, en fait, c'est pour ça, je pense que moi, ce qui m'a attirée dans ce métier, c'est que j'ai toujours pensé qu'une simple robe sur un cintre, c'était plus qu'une simple robe. C'est une robe qui vous donne confiance en vous si vous devez prendre la parole en public. C'est une robe qui vous donne confiance en vous quand vous devez rentrer dans une pièce pleine d'inconnus. Et c'est même une robe qui vous donne confiance en vous, même quand vous êtes juste là, sans rien faire. Évidemment. Voyez, donc, et c'est pour ça que quelque part, et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements aussi, je ne commence pas par donner, notamment dans les accompagnements en ligne, je ne commence pas par donner des conseils en look. Je commence d'abord par travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Parce que ça ne sert à rien de donner des conseils à quelqu'un si la personne ne s'aime pas et ne s'accepte pas. Mais je pensais que le vêtement permettait ça. Oui, mais il faut, je veux dire, le vêtement, c'est la couche supérieure. Oui. Là, je parle de ce qu'il y a dessous, du corps. Oui. Vous voyez, de se plaire nu déjà. Et ça, c'est déjà... Voilà. Ça, c'est déjà un exercice. C'est pour ça que je dis une belle femme, ça commence au-delà. Enfin, c'est pas que le vêtement. C'est vraiment... La preuve, c'est que je suis sûre que vous connaissez des femmes qui sont mal fagotées, qui ne sont pas des canons de la nature et qui débordent de confiance en elles et qui sont attirantes. Bien sûr. Donc, ce n'est pas que le vêtement. Mais le vêtement aide. En fait, c'est des vases communicants en réalité. Il y a beaucoup de psychologie dans votre approche. Oui. En fait, si vous voulez, j'ai des clients qui ont commencé par l'extérieur. Et ça les a tellement transformées elles ont commencé à faire du sport, à s'occuper d'elles. Et ensuite, on va sur le développement personnel. Ou c'est le contraire. Maintenant, j'ai fait un travail sur mon intérieur. J'ai changé. Maintenant, j'ai envie de m'occuper de l'extérieur. Vous voyez, puisque de toute façon, ça fait partie... communicants, voilà, parce que de exactement. toute façon, oui, absolument. Alors, on va voir justement votre accompagnement. Il y a 3 formules. Oui. 3 accompagnements. Le premier, alors, c'est celui dont on a parlé, parce que c'est un petit peu le titre générique. Oui. Qui s'appelle Première impression. 100% pur soi. 100% pur soi. Ouais, oui, voilà, oui. Ça, c'est très, très bien dit. De quoi s'agit-il en fait? En fait, c'est justement l'accompagnement en ligne qui s'adresse aux femmes, celui-là, où les personnes vont apprendre à se relooker, mais sous ma guidance. C'est-à-dire qu'elles sont suivies, je valide tout ce qu'elles apprennent, l'analyse des couleurs, de la silhouette, du style, du visage, etc. etc. Il y a une magnifique communauté que j'appelle les beautés rayonnantes, où elles échangent tous les jours, elles s'entraident, etc. Donc ça, c'est pour se relooker elle-même, mais en étant quand même supervisée, quoi. Le deuxième, c'est le coaching en présentiel, en solo. Oui. Alors là, on est dans la garde-robe. Voilà, et on est à mon cabinet, voilà, analyse de couleurs, de silhouettes, de style, etc. Parfois amener la personne chez le coiffeur, aller chez elle faire un tri de garde-robe si elle en a envie, ensuite aller faire du shopping. Donc ça, c'est du présentiel et qui existe depuis toujours. Il y a une phrase qui dit, je crois, c'est si tu veux changer d'humeur, change de tête, va chez le coiffeur.
Oui, c'est vrai. C'est vrai ça? Oui, oui. Bah, après, en tout cas, je sais que pour certaines personnes, Ça ça marche. marche. Ouais. Ouais. Il y a certaines femmes, je veux dire, leur coiffure, c'est leur baromètre Ouais. voilà, ben, pourquoi pas? Why not? Et le dernier accompagnement, le troisième, c'est l'élégant influent ou l'élégante. Élégante et influente. Oui. Élégante et influente. Alors là, c'est un coaching sur la longueur. Voilà, là, c'est Enfin, un vraiment un accompagnement, pardon. coaching, on va dire, VIP. Mm. Dans la mesure où c'est un accompagnement qui est très rapproché, qui est très long. Donc là c'est du luxe. Mm. C'est-à-dire que c'est une année où la personne a accès à moi, pas H24, mais en tout cas 365 jours dans l'année. Ah ouais. Et là, on va dans le parfum, on va dans la posture, voilà, j'ai tout un réseau de personnes qui vont de la dentition, la posture, etc. Ouais. Donc c'est du VIP, je dirais. Et étant donné cet aspect des choses-là, c'est plutôt un accompagnement pour des personnes dont le look est super important. Donc quelqu'un qui a un cadre supérieur qui est promu, un manager, un CIO, un porteur de projet, un chef d'entreprise, un influenceur, quelqu'un aussi dont l'image publique est super importante et qui trouve que son image n'est pas à la hauteur ou qu'il pourrait mieux faire. Quelqu'un aussi qui n'a pas de notion voyez, de ça et qui a envie que done for you. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, j'ai envie qu'on s'occupe de moi. Donc, voilà. Ça, c'est du luxe. Oui, oui, ça, c'est un bel accompagnement. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, vous disiez tout à l'heure, j'ai toujours été très coquette. Oui. Vous savez pourquoi? D'où ça vous vient, ça? C'est votre éducation? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai une maman qui a toujours été coquette et qui l'est encore. Donc oui, et puis même je vois mes grands-mères, le savoir-vivre, tout ça, d'être propre sur soi, etc. Ça, et puis j'ai une valeur qui est très forte en moi depuis toujours, c'est le beau. J'ai besoin de beauté autour de moi, dans la déco, dans tout. Et en fait, pour moi, l'harmonie du vêtement et de la personne encapsule quelque part, si vous voulez, ce beau. Et il y a ça aussi qui est vraiment important. Et puis, je pense aussi forcément une blessure, un complexe. Parce que je me souviens quand j'étais jeune, je vous disais que j'étais coquette, etc. Et je voyais autour de moi des filles que je trouvais, alors je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi aujourd'hui, mais pour moi à l'époque, elles avaient quelque chose que je n'avais pas. Vous voyez, je me disais, mais punaise, mais qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles font? Et je me sentais inférieure, si vous voulez. J'avais honte de moi. Et pourtant, j'avais quand même malgré tout confiance en moi et tout, mais c'était un domaine de ma vie où je me disais, je veux comprendre. Bien sûr. Et donc, évidemment, lorsque j'ai découvert le conseil en image, ça a fait bingo, quoi, parce que je me suis dit, mais en fait, ça s'apprend. On peut l'apprendre, c'est pas juste deviner, imiter, observer, être envieux ou quoi que ce soit. Mais ce qui est incroyable aussi, j'imagine, en tout cas quand je me projette en vous écoutant, je me dis que le conseil en image, ça ne doit pas se limiter qu'à l'image. Je suppose que vous parliez du beau à la maison, notre intérieur, ce que l'on fait, ce que l'on choisit en termes de décoration, notre voiture, l'esthétique, le fait que tout soit propre, que tout soit... Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça. Absolument. Et c'est pour ça que, je veux dire, si on met de la clarté dans sa vie, on n'a pas besoin d'être encombré de 36 000 choses, on n'a pas besoin... Vous savez, quand vous avez l'esprit tout confus, vous ouvrez votre garde-robe le matin, vous avez du bordel, excusez-moi, mais vous êtes dans une énergie basse pour démarrer votre journée, quoi. Et vous voyez, c'est ça, petit à petit, plus ça, plus ça. Et d'ailleurs, j'ai des clientes, justement, des beautés rayonnantes, quand je leur enseigne à faire le tri de la garde-robe, puisqu'en plus, chaque année, on fait un défi du tri de la garde-robe. Il y en a beaucoup qui me disent, mais moi, j'ai continué avec la maison. Bien sûr, bien sûr. Parce que, voilà, on a envie de savoir ce qui est essentiel, ce qui est important, et pas de s'encombrer du superflu, de l'inutile, voilà. Est-ce que vous montrez votre garde-robe? Ah oui, je fais souvent des vidéos YouTube devant ma garde-robe, bien sûr. Ah oui, non, j'applique ce que Oui, tant qu'à faire. Oui. Ah oui, non, bien non. sûr, bien sûr. Ça me semblerait difficile autrement. Vous faites encore les 3 tas? Je n'ai pas besoin dans la mesure où, déjà, ce que j'achète,
je sais pourquoi je l'achète et avec quoi je vais le mettre et comment je vais le mettre. Donc non, quand je fais un tri, c'est pour donner ou pour vendre. Est-ce qu'aujourd'hui, évidemment, la condition sine qua non dans votre objectif, c'est de se réconcilier avec soi-même? Oui, bien sûr. C'est ça, bien sûr. l'objectif premier? Acceptation de soi, Acceptation de amour soi. de soi. Oui, oui, absolument. Et comme je disais, le vêtement, c'est un outil, c'est un canal. Et vous avez des histoires magnifiques, j'imagine? Ah oui, de toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Vous en avez une en particulier qui vous a particulièrement touché d'un accompagnement que vous avez Oui, alors j'en ai proposé. deux, je dirais, parce qu'il y a des accompagnements qu'on ne fait pas tous les jours, du type accompagner des personnes transgenres. Ah oui. Donc voilà, ça, on n'a pas des clients de ce type-là tous les jours, mais c'est quand même un beau voyage, je dirais. D'une personne qui habite sur Genève et qui travaillait dans une banque privée, qui était un monsieur et qui est venu me voir, qui m'a envoyé un email très, voilà, je veux faire ça, j'ai ce projet, est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner? Wow. Je dis oui, bien sûr. Donc il est venu. Et il s'est présenté à moi, il est arrivé avec un mind map, voilà, ça c'est l'aspect juridique, ça c'est l'aspect look, ça c'est l'aspect chirurgie, ça c'est donc c'était très, enfin, c'était pas, c'était déjà bien établi. C'était complètement bien établi. Wow. Il m'a dit voilà, je vous contacte maintenant parce que il avait 56 ans. J'ai enfin trouvé ce que j'avais parce qu'il a mal vécu pendant une cinquantaine d'années en se disant mais je suis fou, voilà. Et puis là, il m'a dit, en fait, j'ai décidé de vraiment passer à l'action avec la chirurgie et tout ça parce que mon employeur me soutient. Donc, il est allé voir la banque et ils ont dit, voilà, je compte faire ça, est-ce que vous me soutenez? Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, il a pris 15 jours de vacances, il est parti en homme et il est revenu en femme. Wow. Oui. Donc là, évidemment, il fallait que les choses soient bien faites. Bon, lui, il s'est occupé évidemment avec le travail et tout ça, toute la partie. Parce que bon, on n'y pense pas, mais c'est passer des toilettes hommes aux toilettes femmes. Non, mais c'est un changement de vie radical. Complètement. Donc ça, voilà. Et puis après, je pense dernièrement à une cliente, une beauté rayonnante justement, qui est venue me voir en consultation. Parce qu'en fait, elle avait un tel mal-être qui venait de son éducation, de sa maman, enfin voilà, où voilà, elle avait un vrai problème avec son image et une femme qui était enseignante dans une université, tout ça, mais qui ne s'acceptait pas et qui était perdue, en fait, qui était totalement perdue par rapport à son look, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Elle avait été abusée dans son enfance, enfin voilà, une vraie problématique avec le corps et petit à petit, et là c'est vraiment rééduquer la personne, quoi. Oui, c'est une transformation, une évolution lente, mais une transformation que vous voyez régulièrement, quoi. Oui. Et c'est là que je trouve super intéressant parce qu'il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de questions bêtes, vous voyez. C'est super chouette. Vous avez créé une académie? Oui, la Styling Academy. Alors là, c'est un autre accompagnement, puisque là, c'est pour les professionnels de l'image. Où là, j'enseigne le métier depuis 28 ans à des personnes qui veulent faire le même métier que moi. Et là aussi, j'étais pionnière, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc, on est venu me voir, on m'a dit, mais moi, j'aimerais bien faire le même métier que vous. Et ma première réaction, ça a été de dire, ah ben non. Oui, bien sûr. Et puis après, je me suis dit, mais why not? Pourquoi pas? Donc, il a fallu quand même que je me prépare parce que, voilà, j'étais pas prête pédagogiquement, enfin, les supports de cours. Oui, et puis en plus, c'est encore une fois, on va dire toujours la même chose. Il y a des phrases toutes faites du genre les goûts et les couleurs. Oui. C'est très subjectif. Voilà, vous allez dire à quelqu'un, tu ne devrais pas mettre ça parce que cette couleur-là, c'est pas tout à fait, alors que c'est sa couleur préférée, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en fait, Marc, il ne faut pas penser que c'est nos goûts qu'on projette sur les gens. Quand on fait une analyse de couleur, je veux dire, c'est la colorimétrie qui parle, quoi. Moi, ça m'est égal que ce soit du gris, du vert, du bleu ou du jaune, vous voyez. Donc, ce n'est pas mes goûts. Mais vous avez un avis? Moi, l'avis que je vais porter, c'est est-ce qu'il y a adéquation entre le diagnostic et la personne. Après, que la personne, elle soit la plus excentrique possible, moi, ça m'est complètement égal. Moi, ce que je veux, qu'il y ait une harmonie, que ça colle entre sa personnalité, ses besoins et ses objectifs. Après, la forme que ça prend, peu importe.
Donc moi, j'ai pas d'avis. Vous voyez, moi, je fais acheter des choses à des clients que je ne mettrai pas, parce que c'est pas mon style. Mais par contre, sur eux ou sur elles, ça leur va super ça bien. va très bien. Donc, vous voyez, par contre, là où j'ai l'œil, c'est est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça flatte la personne? Le but, c'est pas de changer pour changer. Il faut quand même que, quand ça change, ça fasse waouh dans le bon sens, quoi. C'est quand même très subtil. Oui, c'est fin comme analyse. Et c'est ce que je dis aussi, c'est que être bien habillé, c'est une somme de petits détails. En fait, vous voyez, c'est pas juste porter une jolie couleur ou changer de t-shirt. En fait, la vie est une somme de petits détails. Donc, c'est une couleur, c'est un accessoire, c'est une coiffure, c'est des lunettes. Vous voyez, Et chez les femmes, il y a plus de choses, il y a plus de détails que chez les hommes. C'est sûr, c'est sûr. Vous avez fait attention à ce que vous alliez porter pour l'enregistrement de cette émission? Ah ben évidemment. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Comment je suis sûr que vous avez regardé les couleurs des coussins des canapés, vous avez dit, voilà, je vais mettre un truc qui tranche un peu avec... C'est ça, c'est vrai? Oui. Disons que j'avais vu que c'était des couleurs très saturées, très, très pétantes comme ça. Et puis je voulais une robe qui soit à la fois décontractée, où je me sente bien dedans, mais quand même qui ait un certain... Voilà, donc vous savez tout. Je trouve que c'est passionnant en tout cas, et je trouve que vous désacralisez un peu le côté du conseil en images, où on a vu avec toutes les affirmations et peut-être parfois les idées reçues que l'on peut avoir, non, ça n'est pas qu'une question d'argent, non, ça n'est pas réservé à une élite, non, ça n'est pas que du luxe, ça peut l'être. Ça peut. Vous avez des formules pour ça. Mais je veux dire, les personnes qui sont dans le luxe, elles voudront une formule de luxe. Oui, bien sûr. Il en faut pour tous les goûts. Bien sûr. Et on a bien compris que vous vous adaptez aussi en fonction de... Je ne fais que ça. Voilà. Et la part psychologique, très importante dans votre accompagnement. Oui. En fait, l'accompagnement ne peut réussir que si la personne est en confiance, est à l'aise, s'ouvre et est prêt à accueillir... Ce qui doit être formidable, c'est d'entendre dire... à un de vos consultants, par exemple, d'entendre dire quelqu'un ah mais moi je pourrais jamais mettre ça. Oui. Et qui en définitive va l'adopter. J'adore en fait quand je fais du shopping avec des clientes et que je leur ai fait essayer des choses qu'elles n'auraient pas du tout essayé, qu'elles se voient dedans et qu'elles disent ah ouais. Alors ça c'est incroyable, j'aurais jamais essayé ça. Comme quoi. J'adore, ça c'est mon... Ben oui, ça c'est le Graal. Voilà. C'est le Graal absolu. Myriam Hoffman, on va vous mettre évidemment tous les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact. Il y a de la visio, il y a du présentiel, il y a de l'accompagnement. Il y a du professionnel. Il y a du professionnel, il y a du particulier. En tout cas, c'est très ouvert. Il y a toutes les sessions de l'académie aussi, parce que ça c'est peut-être des gens qui se disent mais ça c'est un job qui est fait pour moi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment pour des personnes qui veulent se reconvertir ou des personnes qui ont déjà une activité plus ou moins en lien avec le bien-être, l'image, que ce soit des coachs, des gens qui sont dans la minceur, des opticiens, enfin bon bref, je veux dire la complémentarité est très très vaste. Donc oui, c'est pour ça. Et alors à noter, enfin moi je trouve quand même que votre accompagnement et le degré, la dimension psychologique que cela nécessite, c'est thérapeutique. Pour moi ou pour le client? Pour le client. Ah oui, complètement. Ah ben oui, puisqu'on est sur la notion d'estime de soi, de confiance en soi, donc vous êtes thérapeute. D'amour de soi. Je sais que vous n'aimez pas le terme. C'est pas que je l'aime pas, mais j'ai pas, vous voyez, je me sens pas. Non mais je veux dire, l'effet. Oui, mais l'effet est thérapeutique. Est thérapeutique. Oui, je pense. En tout cas pour certaines personnes. Parce que vous avez des personnes qui veulent simplement, bah moi je veux connaître mes couleurs. Et alors juste basta. Juste un truc. Vous revenez dans les garde-robes quelques temps plus tard pour voir si c'est pas de nouveau le bordel? Oui, m'arrive de... Oui. Non, en tout cas, celle que j'ai vue... Ça a tenu? Ouais. Au contraire. Bien sûr. Après, il y en a sûrement, peut-être, pour lequel il y a à nouveau le bordel. Ça, je ne suis pas maître de la suite. En tout cas, vous dites réveiller les femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont manipulées par la société de consommation. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Vous êtes militante là-dessus. Complètement. Parce qu'en fait, si vous voulez, je trouve que c'est un cercle extrêmement pernicieux et vicieux. C'est-à-dire que, et là je m'adresse plutôt aux femmes, même si il y a des hommes qui sont concernés. C'est-à-dire que la femme, de part, vous voyez, l'homme il a le pouvoir et la femme c'est la séduction. Donc plaire, être belle, plus
pression des médias, de la mode, etc., hein, de l'image svelte, lisse, jeune, dynamique, etc. Donc, deuxième couche de ça. Troisième couche de ça, les femmes ont tendance à se faire passer après les enfants, la famille, le travail, les amis, etc., etc. Donc l'image, elle est un peu justement au bas de la pile. Là, je le ferai quand j'aurai le temps, mais finalement, il n'y a jamais le temps. Donc je prends le premier t-shirt, le premier truc, etc., etc. Donc vous avez d'une part la pression de la société, de tout ça, le fait que elle s'occupe peut-être pas aussi bien d'elle qu'elle le voudrait et qu'elle ne sait pas forcément. Et puis vous rajoutez à ça donc le fait que avec comment dirais-je, ces industries de fast fashion, ces industries du vêtement qui appuient là où ça fait mal, donc on va produire pas cher, donc finalement elles se disent c'est pas cher, donc de toute façon si je me trompe ou vous voyez, Oui, c'est pas un problème. donc en fait c'est très malsain parce que personne ne nous éduque à dire stop. Là maintenant je vais mettre pause, je vais arrêter d'acheter. Parce que vous voyez, là, on achète pour compenser en se disant « Ah, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Ah, mais quand j'aurai cette robe, quand j'aurai ce sac. Hein. » Vous voyez? Et en fait, on nous fait croire que la société de consommation très matérialiste nous fait croire que le prochain hit bag, la dernière petite robe, la crème miracle va enfin nous apporter le bonheur. Mais non, le bonheur, il commence d'abord par soi, à l'intérieur. Donc, pour moi, il est grand temps, et je suis très contente que le gouvernement aille dans ce sens-là. Pour moi, il faudrait mettre un holà et de dire, maintenant, on doit éduquer les gens, c'est bête à dire, mais à acheter. Parce que, Marc, on ne nous apprend pas à aimer, la moitié des gens divorcent. On ne nous apprend pas à manger, 38% de la planète est obèse. On ne nous apprend pas à s'habiller, les gens ne sont pas bien habillés et ils ne sont pas contents de leur garde-robe. Donc, vous voyez, je me dis, finalement, les choses qu'on fait tous les jours, aimer, manger, s'habiller, personne ne nous les apprend. Donc, ce n'est pas que c'est difficile, mais si on ne nous les apprend pas et qu'en plus, on nous envoie des messages de toutes parts, vous voyez, mais en fait, les gens, ils sont paumés. Ils sont paumés. On crée une société malade. Oui, c'est ça. C'est ça. Et moi, ma spécialité, c'est la maladie des garde-robes. C'est la maladie des garde-robes. En tout cas, c'est passionnant. Merci infiniment, Myriam. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'était un bon moment. Et puis, évidemment, vous commentez, vous partagez et dites-nous si vous suivez l'accompagnement, l'enseignement et tout ce que vous préconise Myriam Hoffman. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Salut. Merci.